Donc, on a cet après-midi plusieurs discutantes qui vont venir nous présenter un peu ce qu'elles font dans leur association, dans leur organisation par rapport à ces stratégies-là à mettre en œuvre pour contrer la pénurie de personnel. La première présentatrice, c'est Véronique Brouillette, qui est conseillère au service de l'action professionnelle et sociale de la CSQ depuis 20 ans. Elle s'occupe des dossiers de l'éducation à la petite enfance depuis près de 10 ans. Elle a un baccalauréat en sciences politiques et une maîtrise en éducation. Je travaille à la CSQ, mais évidemment beaucoup avec la Fédération des intervenantes en petite enfance. Et c'est pas pour rien que j'ai pris comme page couverture J'élève la profession qui fait partie de la campagne de valorisation de la profession. Je crois que ça, je vous dis de punch tout de suite, ça fait partie d'une des stratégies à mettre en œuvre pour répondre à la question. Alors, quelle stratégie mettre en œuvre pour contrer la pénurie de la main-d'œuvre? Avant de répondre à la question, juste un petit tour de table de données qu'on a. On a tous plusieurs données, on est au courant de la pénurie de la main-d'œuvre, etc. Mais là, je voulais vous présenter des données qui viennent de nos membres, là, donc de sondages internes. Donc, les prix de service, la COVID, disons, a empiré un peu la pénurie de main-d'œuvre qui était amorcée quand même avant la pandémie. Donc, on a fait des sondages, plusieurs sondages en 2021 sur les bris de service dans les CPE. Il y en a eu plusieurs qui a été une première dans le réseau en 2021. Donc, 31% des répondantes intervenantes en CPE affirmaient que leur CPE a eu des bris de service. On leur a aussi demandé si la direction avait mis en place des mesures pour justement éviter ces bris de service et 80% des répondantes en CPE avaient affirmé qu'ils en avaient donc des refus de congés, réaménagement de l'horaire, heures supplémentaires, non-respect des ratios, etc. Donc, nous, on représente les deux parties, là, à la fois des intervenantes en CPE et des responsables en services éducatifs. Nous, on les appelle services éducatifs, RSE, plutôt que RSGE. Dans les milieux familiaux, la situation est, disons, assez dramatique. Donc, selon les données du ministère de la Famille, il y aura actuellement 58 000 places en milieu familial sur 90 000 places au total. Donc, une perte là, assez dramatique qui était amorcée depuis 2015. Là, donc, on estime qu'on perd 10 de places par année en milieu familial. Et la pandémie a empiré la situation. Donc, on a perdu, je ne vois pas à cause de mon carré, 140 milieux familiaux en un an. Donc, 140 responsables qui ont décidé de fermer la porte et de faire autre chose. Donc, ça, c'était un peu pour la mettre la place. Les conditions étaient assez difficiles aussi. D'autres sondages qu'on a menés là, en octobre 2021. D'abord, pour le milieu familial, deux responsables en service éducatif en milieu familial sur 3 se disent épuisés par le travail. Donc, 54% épuisés, 12% extrêmement épuisés. Les raisons évoquées, bon, vous allez voir, sont un peu différentes en installation. La première, plusieurs tâches à accomplir. C'est sûr aussi que le contexte de la COVID a donné plus des tâches supplémentaires, la désinfection, les masques, etc. Les relations avec les parents aussi, le stress aussi, ça a engendré beaucoup de stress. Et deux, les longues heures de travail. Vous savez que en milieu familial sont souvent ouvertes 10 heures par jour. 64,4% pensent quitter depuis les 3 dernières années et 50% ont dû fermer faute de remplaçantes. Ça aussi, c'est une particularité en milieu familial, la difficulté à trouver des remplaçantes. Souvent, c'est une journée comme ça. Donc, ils ont dû fermer là, une journée, pas leur fermer leur service complètement. Dans les CPE, là, c'est 4 éducatrices sur 5 qui se disent épuisées par le travail. Donc, près de 60% se disent épuisés, 20,8% extrêmement épuisés. C'est quand même des chiffres assez alarmants. Et ça, ces sondages ont été faits à peu près sur un échantillon de 2700 personnes à peu près dans les deux cas. Donc, les raisons évoquées, un peu différentes. La multitude de tâches aussi, comme en milieu familial, les tâches liées à la COVID aussi n'ont pas aidé. Mais ce qui arrive en deuxième, c'est les enfants qui ont des besoins particuliers, ça aussi qui donne une certaine lourdeur là, au travail. Et finalement, la pénurie qui empêche la prise de congé.
dans un contexte de pénurie où il y a beaucoup de personnes qui s'absentent aussi. 69% des éducatrices interrogées ont pensé quitter la profession depuis les 3 dernières années. Alors, c'est un tableau un peu alarmant. Donc, quelle stratégie à mettre en œuvre? Allons-y plus dans le positif. Là, je ne vous surprendrai pas en disant, bon, la première, valoriser la profession, évidemment. C'est sûr que d'un point de vue syndical, là, si on les interroge, ils vont tous nous répondre la même chose, offrir des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Une campagne de valorisation et des incitatifs. Pour les salaires et les conditions de travail, c'est sûr que les 2 dernières négociations ont quand même amélioré un peu la situation là, concrète des éducatrices autant en milieu familial qu'en CPE. En CPE, il y a eu des augmentations jusqu'à 22% quand même. En milieu familial, une augmentation historique de 30%. La situation était particulièrement critique là, en milieu familial, là, les gouvernements ont dû mettre plusieurs mesures en œuvre aussi, notamment des incitatifs pour les personnes qui veulent s'ouvrir un milieu familial, même les municipalités aussi ont emboîté le pas parce qu'on a vraiment un besoin. On sait que le Québec a besoin de place. Des campagnes de valorisation, bon, on essaie d'en faire. Est-ce que ça a un impact? Plus ou moins, on ne le sait pas, on espère. Mais le dernier point sur lequel je voulais parler peut-être davantage, c'est l'aspect professionnel. Là, la présentation précédente m'a quand même perturbée parce qu'on parle du CARE. Moi, je pense qu'on devrait aussi réhabiliter le CARE. Mais les éducatrices qu'elles aiment, c'est de montrer qu'elles font de l'éducation à la petite enfance et ça, ce n'est pas toujours nécessairement perçu encore par la société. Là. La perception de la société est encore un peu à travailler. Disons que la valorisation de la profession est à travailler. Ce qui se passe aussi en ce moment, c'est qu'avec la pénurie de la main-d'œuvre, le gouvernement tire, disons, sur tous les fronts, essaie de faire plusieurs mesures pour attirer de la main-d'œuvre rapidement parce que les besoins sont à court terme, on a des besoins tout de suite. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a une prolifération de formations courtes et ça, c'est inquiétant un peu pour la valorisation de la profession. Donc, on parle de l'AEC, des formations raccourcies pour pouvoir attirer des formules, diverses formules pour attirer le plus rapidement possible la main-d'œuvre en petite enfance. Ça, on a une inquiétude par rapport à ça en martelant que le DEC doit quand même demeurer la référence. Aussi, pendant la pandémie, bon, l'exigence des éducatrices formées a diminué aussi. C'est rendu à 1 sur 3. On va passer à 2 sur 3 éventuellement et à 3 sur... Nous, on aimerait que ça soit 3 sur 3. Donc, il y a une inquiétude de ce côté-là. Je pense que c'est l'économiste Pierre Fortin qui disait, bon, la profession d'éducatrice, c'est aussi important qu'une enseignante au primaire pour le développement des enfants, etc. Donc, même idéalement, on devrait pouvoir viser à ce que les éducatrices aient un bac. On n'est pas rendu là, mais là, on se retrouve avec une situation un peu étrange où on essaie de former rapidement en diminuant les exigences, alors que la profession a de plus en plus d'exigences sur le terrain. Ça crée une pression aussi sur les éducatrices qui sont formées, qui devront accueillir ces personnes qui ont une formation peut-être un peu moins complète, qui n'ont pas fait de stage, par exemple, qui ont choisi une voie plus rapide. Alors, ça amène au dernier point, finalement, qui serait de réfléchir à des mesures formelles d'insertion professionnelle dans les milieux, un peu encore à l'image de ce qui se fait en éducation. Il n'y en a pas vraiment là, dans une des présentations qu'il y a eu ce matin là, sur la première année d'expérience. On entendait beaucoup, les nouvelles sont un peu garochées, sont pitchées là, elles ne sont pas accueillies. Donc, il n'y a pas de temps reconnu pour l'insertion professionnelle ou de formules de mentorat, justement parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre et les éducatrices sont débordées. Donc, les personnes moins formées viennent exercer une pression sur elles. Je vais poursuivre avec Mme Élise Lebeau, qui est diplômée en éducation spécialisée et détentrice d'une maîtrise en administration des affaires de l'UQAM. Elle est membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec depuis 2008 et elle siège aussi au comité d'inspection professionnelle de l'Ordre. Elle a été éducatrice à l'enfance pendant 3 ans et DG d'un CPE de 3 installations pendant 32 ans.
Elle est directrice générale de l'Association des cadres des CPE du Québec depuis 2 ans. Ses 37 ans de carrière au service de la petite enfance font d'elle une pionnière du réseau. Alors, ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi avec vous. Écoutez, on m'a demandé de participer à cette table ronde pour discuter des enjeux là, liés à la pénurie de main-d'œuvre en contexte de pandémie et surtout de proposer des moyens pour accroître l'attractivité et la rétention du personnel éducatif. Alors, l'Association des cadres, juste pour vous mettre en contexte, représente tous les cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission d'offrir de la formation et de voir au développement professionnel des cadres, d'accompagner les cadres dans leurs relations de travail et d'offrir un soutien juridique à tous les membres. Alors, en guise d'introduction, en fait, ce que je vais vous parler, mais on en a entendu quand même parler beaucoup ce matin, mais je trouvais ça vraiment intéressant, l'historique, en fait, de ce qui s'est passé dans le réseau depuis 2014, mais je vais quand même le faire brièvement pour comprendre, en fait, mon point de vue par rapport à nos stratégies qu'on vous propose. Alors, gérer la pénurie de main-d'œuvre, c'est ce que font les cadres de tous les jours, hein, évidemment, mais je vous dirais même avant la pandémie. Alors, on a eu l'illustration ce matin de l'historique. Depuis les coupures et la rationalisation imposée par le gouvernement précédent en 2014, les nombreuses manifestations, de désaccords du réseau ont eu l'effet pervers probablement de décourager beaucoup de jeunes à envisager une carrière en petite enfance. Par conséquent, il y a beaucoup moins de personnes, évidemment, inscrites au DEC. J'ai vu avec les nouvelles mesures, là, j'ai vu ça dans les médias cette semaine, une augmentation de 20 Je pense qu'on assiste en ce moment avec les mesures mises en place, là. Alors, ce que je dirais aussi, c'est que le gouvernement de l'époque, je pense qu'il est venu fragiliser davantage le réseau. En effet, les différentes décisions de gestion ont dû être prises dans les centres de la petite enfance et les bureaux coordonnateurs. Je peux vous en parler. J'étais directrice à l'époque d'un CPE et il a fallu diminuer certaines conditions de travail, des avantages sociaux pour que les CPE arrivent dans leur budget. En plus, il faut dire que les salaires offerts pour le personnel éducateur étaient proches du seuil de la pauvreté, on s'entend, et avec une croissance salariale extrêmement limitée hein, quand on arrive au maximum de l'échelle salariale. Alors, les particularités du réseau avec les CPE-BC déploient depuis de nombreuses années des efforts considérables pour améliorer la situation de toutes les parties prenantes, mais surtout d'augmenter la qualité des services offerts. Alors, une bonne chose qui est arrivée, je vous dirais en même temps que la pandémie, c'est que cette dernière aura révélé à la société civile et à la classe politique le travail incroyable et nécessaire accompli dans les CPE. Des changements ont eu lieu, une certaine reconnaissance du travail du personnel, des hausses salariales substantielles, Mme Brouillette le disait tantôt. Est-ce parfait? Non, évidemment, il y a encore à faire. On est tous d'accord avec ça. Alors, beaucoup de sommes sont investies, hein, on l'a vu dans les derniers mois, pour mettre en place des mesures visant à trouver des solutions pour la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi la croissance du réseau, hein, qu'on voit que le ministre veut développer là, les 37 000 places d'ici 4 ans. Alors, l'association a salué la mise en place des mesures annoncées en janvier dernier, soit le soutien à la formation et au développement des compétences, la disponibilité des bourses pour stimuler les inscriptions et l'implantation d'une toute nouvelle mesure pour le retour ou le maintien au travail des personnes retraitées des services de garde éducatif à l'enfance. Aussi, hein, on va le voir beaucoup dans les prochains mois, je pense, d'ouvrir les portes à l'immigration est sûrement une des avenues à envisager en simplifiant, entre autres, l'accès aux nouveaux arrivants et aussi, il faudrait encadrer les nouvelles recrues. Hein, on le sait, les gens qui arrivent de d'autres pays ont souvent d'autres coutumes, d'autres façons de voir la vie, on pourrait dire ça comme ça. Alors, c'est important de bien les outiller pour qu'elles intègrent bien l'emploi dans les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs. Puis ça, bien, pour faire ça, bien, ça prend des cadres en nombre suffisant, évidemment. Pour gérer encore la pénurie de main-d'œuvre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire attention, je suis d'accord, 200 avec Mme Brouillette. On soutient que le développement avec la voie rapide là, que le ministre veut faire pour assurer le développement de ces places,
on pense que c'est une avenue, mais il ne faut pas jamais que ça se fasse au détriment de la qualité, évidemment. Cette formation doit être la plus complète qui soit et l'objectif doit rester à ce que ce soit le DEC qui soit obligatoire comme formation de base pour toutes les éducatrices. Alors, l'accessibilité aux services éducatifs à l'enfance ne doit pas se faire au détriment de la qualité et les cadres seront là pour y voir, évidemment. Ensuite, les facteurs qui soutiennent la rétention du personnel. Alors, les cadres doivent faire chaque jour la différence pour leur personnel en ayant en tête de faire de leur CPE le meilleur endroit pour travailler. Elle doit mettre en place des actions concrètes et créatives pour attirer et fidéliser le personnel. Par manque de temps, on a souvent le réflexe de vouloir régler le problème en ayant une vision à court terme. Les cadres doivent mettre en place des stratégies à court et à moyen terme en lien avec les enjeux d'attraction et de fidélisation des employés, comme par exemple mettre l'accent sur le milieu de travail sain et sécuritaire, autant du point de vue physique que psychologique. On le sait, le nombre de lésions attribuables au stress en milieu de travail augmente continuellement. Les cadres passent beaucoup de temps à comprendre leurs employés. Il faut aussi être en mesure de les soutenir pour que leur santé psychologique soit priorisée adéquatement. Certaines personnes ont besoin d'aide et il faut encourager les personnes à reprendre du pouvoir sur leur santé mentale. Il faut les encourager, les soutenir, surtout dans un contexte où il est difficile en ce moment d'avoir accès à des ressources. Alors, il est important aussi d'augmenter les gestes de reconnaissance envers le personnel. La valorisation du travail des employés contribue énormément à leur motivation, en plus de créer un environnement de travail positif et agréable. Maintenant, le deuxième volet, alors gérer la pénurie de personnel sous l'angle de la santé mentale des gestionnaires des CPE. Hein, on l'a entendu tantôt, l'étude de Mme Bigra et Lemay, alors qui dresse un portrait réaliste du niveau de bien-être du travail des gestionnaires. Il faut reconnaître que parfois, les cadres sont eux-mêmes en mode survie, hein, on l'a vu. Particulièrement les cadres qui travaillent sans équipe de direction, je dirais. C'est ce qu'on a constaté à l'association Les Cadres Unix, qui représente environ 60% du réseau, qui ne travaillent pas avec une équipe de direction, donc qui sont toutes seules avec leur équipe, évidemment, du personnel éducateur et à gérer tout ce qui se passe depuis le début de la pandémie. Ça, c'est très difficile. Alors, le contexte actuel oblige les cadres à s'adapter continuellement, on l'a vu en détail tantôt, afin de respecter les mesures sanitaires, ce qui entraîne une charge de travail beaucoup plus lourde, une hausse du niveau de stress et bien évidemment une diminution de leur niveau de bien-être. Je ne vous reviendrai pas sur les statistiques, mais on voyait 43% des cadres niveau de stress modéré, etc. Je vais passer là-dessus parce que je veux vraiment avoir le temps d'aller dans les solutions à la fin. Alors, on le voit à l'association, bon nombre de cadres ont même précipité aussi les départs à la retraite devant l'ampleur de la tâche. On doit se demander comment on peut aider lorsque soi-même on a du mal à sortir la tête de l'eau. Voilà pourquoi on doit faire plus ensemble pour améliorer la situation. Ensuite, c'est ici qu'intervient vraiment l'association pour ses membres. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la promotion des activités et des services d'association. Donc, on offre du coaching pour prévenir les difficultés, les aider à assumer leurs responsabilités pour soutenir leurs employés, développer un réseau intercadre en créant des occasions de se rencontrer facilement et gratuitement. On a organisé des centaines de midi-discussions, de déjeuners-causeries. On a notre congrès la semaine prochaine en présentiel depuis 2019 qu'il n'y en a pas eu. Ensuite, on a un programme de formation pour les nouveaux cadres de la relève. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a eu une subvention de 100 000 de la Commission des partenaires du marché du travail pour former les nouvelles directions qui ont moins de 3 ans d'expérience. En fait, ensuite, on développe et déploie des stratégies de communication et de proximité avec les membres de l'association. La pandémie nous a permis de développer des technologies de l'information plus efficaces, hein, les Zooms de ce monde, des Teams, je ne sais pas le nombre que j'ai fait, tu ne peux plus les compter. Ensuite, on veut aussi aider les cadres à la construction d'une identité professionnelle forte. Nathalie en parlait tout à l'heure, pour qu'ils persévèrent malgré les difficultés, pour favoriser leur bien-être au travail, puis pour développer une identité professionnelle positive.
Et tout ça, bien évidemment, ça passe évidemment par une reconnaissance de la profession. En poursuivant la campagne de promotion, développer la marque direction, augmenter la visibilité de l'association sur les réseaux sociaux, promouvoir les bonnes pratiques, développer des outils de gestion pour les cadres, promouvoir, je l'ai dit, le concours reconnaissance qu'on a fait en 2021, qu'on va reconduire en 2023, entreprendre une démarche de rédaction d'un code d'éthique pour les cadres, entretenir des bonnes relations, évidemment, avec les partenaires, les équipes de recherche. Donc, en conclusion, les différentes présentations aujourd'hui m'ont fait réfléchir particulièrement sur les moyens à prendre afin de soutenir une identité professionnelle forte. Alors, le marché du travail change beaucoup, change rapidement, mais je pense que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons nous attaquer aux enjeux dans les services éducatifs à l'enfance pour stopper l'exode et favoriser l'attraction. Il faut à tout prix que les CPE s'engagent à favoriser la santé mentale de tout le personnel. Tous les intervenants doivent avoir accès à des formations sur la santé mentale pour connaître les stratégies d'autogestion, tant au niveau personnel qu'organisationnel. Il faut penser à des stratégies à mettre en place concrètement dans le réseau. L'association pense qu'une autre mesure qui favoriserait l'attractivité et la rétention des éducatrices qualifiées en service de garde serait la création d'un ordre ou d'une association professionnelle pour les éducatrices, en plus d'avoir une incidence directe sur la reconnaissance de la profession, de penser que cela aurait des répercussions très positives sur toutes les parties prenantes. Puis finalement, je termine là-dessus, je pense que c'est important, il faut sortir du marasme ambiant. Les réseaux sociaux actuellement en sont la preuve à tous les jours, même les bonnes idées. Par exemple, un gouvernement qui investit dans le développement du réseau sont attaqués par des détracteurs qui ne font que critiquer négativement toutes les mesures. Je crois qu'il faut travailler toutes et tous ensemble pour améliorer ce réseau-là. Je le fréquente depuis 35 ans et je sais qu'il faut mettre en commun nos expertises afin que travailler en CPE avec les jeunes enfants soit toujours la plus belle profession du monde. Merci. Merci, Madame Lebeau. Je vais passer maintenant la parole à Sophie Letendre, qui est conseillère en projet stratégique au sein de la QCPE et qui se consacre plus spécifiquement aux enjeux et solutions liés à la pénurie de la main-d'œuvre. Sophie Letendre cumule plus de 10 ans d'expérience en accompagnement de projets collectifs et œuvre au sein du réseau de la petite enfance depuis 2017. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec autant de collègues, collaboratrices, partenaires. Ça fait plaisir de vous voir, de vous entendre. Donc, je ne vous ai pas préparé de PowerPoint aujourd'hui juste parce que ça me permet d'être plus flexible et de réagir, de faire des liens avec les présentations précédentes. Je sais que ça vous demande un peu plus de concentration, mais je me dis, on est à la fin de la journée, on reste ensemble. Donc, je travaille à l'Association québécoise des centres de la petite enfance qui rassemble et représente près de 80% des CPE, 85% des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial. Et notre rôle, c'est dans le fond d'accompagner les gestionnaires dans tous les aspects de la gestion de l'atteinte de la mission sociale et éducative des CPE. Ça nous permet d'être témoins au quotidien des obstacles, des enjeux, des bons coups, des solutions qu'ils expérimentent. Et ça nous outille aussi pour aller faire des représentations auprès du gouvernement, des différents ministères, là, dans le but d'améliorer les cadres, les politiques, les mesures qui sont en place. C'est clair que la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'enjeu prioritaire auquel est confronté le réseau de la petite enfance. C'est la clé de voûte, là, une main-d'œuvre qualifiée, engagée, heureuse au travail. C'est ce qui nous permet d'atteindre la mission sociale et éducative des CPE. Donc aujourd'hui, je vais vous partager certaines orientations qu'on juge nécessaires, vous partager certaines expérimentations aussi sur le terrain qui sont portées par nos membres. Et avant de rentrer dans les 3 grandes familles de stratégies là, qui sont retenir, attirer et former, j'aimerais qu'on prenne un temps de faire un portrait du pénurie de la main-d'œuvre en quelques chiffres parce que ça donne la mesure, dans le fond, de l'ampleur du défi. On le sait qu'en ce moment, il y a un manque généralisé de travailleurs là, dans plusieurs secteurs qui est entre autres lié à la démographie. Donc, c'est au-delà de la pandémie, c'était présent avant la pandémie, ce le sera également après, malheureusement. On sait qu'en CPE, les CPE ont de la difficulté à recruter dans tous les corps d'emploi, autant des responsables de l'alimentation que des agents, que des secrétaires administratives. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les éducatrices parce que on compte à peu près en ce moment 35 000 éducateurs et éducatrices à la petite enfance en service de garde éducatif au Québec. D'ici 3 ans, d'ici 2024-2025, le ministère de la Famille a estimé qu'il faudrait aller recruter 18 000 nouvelles éducatrices, nouveaux éducateurs en petite enfance. C'est énorme, c'est un défi de taille.
Et pour ça, il manque d'une visibilité ou de données claires selon les besoins prioritaires des régions, selon l'évolution, puis également de données pour mesurer l'effet des politiques publiques qui sont mises en place. Puis ça, on pense que ça va être vraiment le nerf de la guerre aussi pour s'assurer que l'argent est investi aux bons endroits puis qu'il atteint les résultats escomptés. Le premier ministre François Legault a lui-même demandé qu'une collecte des postes vacants soit réalisée à tous les 3 mois dans le réseau. Les résultats de la première collecte qui a eu lieu en novembre 2021 nous révèlent que, dans le fond, il y avait en novembre 2021 une estimation de 5 200 postes vacants d'éducatrices et d'éducateurs à la petite enfance et de 360 directions générales. Je vous dis qu'on va parler surtout des éducatrices, mais il faut savoir aussi que d'ici 1 à 3 ans, un CPE sur 2 va chercher à recruter, va devoir recruter une directrice adjointe ou une directrice générale. Encore une fois, c'est énorme parce qu'on sait justement, juste en termes de chiffres, mais aussi en termes de relève, de continuité dans le réseau, d'expertise perdue. Et c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant aussi des gestionnaires qui partent à la retraite, qu'on trouve des manières de les garder proches du réseau comme mentors, comme soutien, justement pour faciliter la transition puis mettre en commun des expertises. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur avec ces chiffres-là. Je vois des hochements de tête. N'empêche qu'à ce stade-ci, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec ma collègue Mme Lebeau, ça va prendre une mobilisation sans précédent. Je pense que chaque personne a un rôle à jouer, autant comme parent, comme collègue, comme éducatrice, comme enseignant, comme chercheur, comme ministère, comme citoyen. Ça prend un arrimage puis une collaboration pour faire atterrir toutes les mesures puis tous les besoins auxquels fait face le réseau. Puis c'est sûr qu'en ce moment, on sent une volonté politique, mais maintenant, il nous reste vraiment à la canaliser puis à la diriger pour que ce soit aussi cohérent avec nos objectifs d'amélioration continue de la qualité, de réponse aux besoins des enfants, puis de prendre soin de nos travailleurs et travailleuses. Je vous avais dit 3 grandes familles de stratégies. Allons-y, commençons par la plus importante, je pense, c'est retenir, prendre soin du personnel en poste. C'est comme si on voulait inviter les gens à venir manger chez nous, on veut attirer 18 000 personnes, mais il faut s'assurer d'abord que nous-mêmes, on a envie d'être chez nous, qu'on est capable d'accueillir, d'intégrer. Donc, quand je dis qu'il faut prendre soin des personnes expérimentées dans le réseau, c'est justement parce qu'elles vont avoir ce rôle-là d'accueil, d'intégration, même d'ambassadeur de la profession. Comment on fait ça? Je pense qu'à la lumière de toutes les présentations ce matin, miser sur le soutien aux éducatrices, miser sur le soutien pédagogique, c'est déterminant. De ce qu'on voit sur le terrain, les CPE qui investissent dans des approches pédagogiques, par exemple l'éducation vers la nature, mais n'importe quelle vision de la pédagogie, vision de la qualité, qui donne les moyens aussi de l'atteindre avec des espaces de collaboration, des rencontres d'équipe, du soutien pédagogique à la disposition des éducatrices. Ce qu'on voit, ce que ça donne, c'est que ça met l'emphase sur la raison pourquoi les gens font ce travail-là et pourquoi ils aiment ça. Donc ça, c'est garant, même malgré les difficultés, le casse-tête d'horaire que ça représente pour les gestionnaires, de se garder du temps, de rester focus sur la qualité, la pédagogie, les raisons profondes qui font qu'on aime ce travail-là, c'est déterminant. Plusieurs CPE ont commencé à confier des responsabilités à certaines éducatrices expérimentées sous forme d'éducatrices de soutien, éducatrices 911, éducatrices mentors, il y a différentes appellations, mais au final, une des moyens d'incarner un soutien accru sur le terrain concrètement, c'est justement de confier à une éducatrice expérimentée le rôle d'être un soutien à ses collègues. Donc, l'éducatrice de soutien peut, par exemple, aller dans les moments de transition, dans l'accueil d'un nouvel enfant, quand il y a une crise, l'habillage de la pouponnière pour aller jouer dehors, tout ça, vient porter main forte, vient aider à accueillir les nouvelles recrues et a ça dans son rôle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est demandé en surcroît de travail ou en surplus de sa charge de travail, c'est une occasion de développement professionnel, c'est une occasion justement de prendre des responsabilités additionnelles, de se diriger peut-être vers un poste de relève également. Et on pense que des expérimentations comme ça gagneraient à aussi offrir davantage de perspectives de développement professionnel pour les éducatrices qui souhaitent aller plus loin, puis avoir des défis, puis continuer à cheminer dans leur profession. Il y aurait plusieurs choses qu'on pourrait dire sur retenir, mais je vais passer tout de suite à attirer. Je suis tout à fait d'accord avec mes 2 collègues précédentes qui disent qu'il faut continuer de bonifier les conditions de travail. On a atteint une première marche, mais d'avoir des salaires équitables, justes, comparé au niveau de formation qui est demandé, d'être des postes qui sont attrayants. On en est, c'est certain, pour toutes les catégories d'emploi. Je mets un petit peu plus l'attention sur les CPE en région éloignée, où la pénurie de main-d'œuvre est d'autant plus importante, le taux de qualification est plus faible et qui, en plus,
ont la compétition des minières ou des grosses compagnies qui réussissent à avoir des salaires encore plus élevés. Donc, on a mis sur pied un comité de travail sur les régions éloignées, justement, pour détailler, documenter. On a invité le ministère à venir contribuer à ce comité-là. Mais c'est certain que réfléchir à une prime d'éloignement, une prime d'installation, ça va être déterminant, d'autant plus si on veut aller attirer des travailleurs étrangers qualifiés, sachant que les travailleurs immigrants, à 75% s'établissent dans la région de Montréal. Alors que les besoins les plus importants ne sont pas là, mais on le sait qu'en région éloignée, il y a aussi toute la difficulté de trouver un logement dans certaines régions, d'acheter une voiture pour se déplacer qui est nécessaire. Donc, on pense que des mesures-là pourraient rendre plus concret la réalité, puis venir vraiment en soutien au CPE en région éloignée. Retenir, attirer, former. En ce moment, effectivement, il y a une multiplication des offres de formation. L'objectif du gouvernement, c'est de ne pas miser trop sur le recrutement international de travailleurs qualifiés, mais vraiment d'aller requalifier des chômeurs, réorienter des personnes sous-employées, etc., etc. Donc, on assiste à une multiplication des offres de formation. La formation de 90 heures vient d'être commencée à être offerte. Cet automne, on s'attend à une formation d'appoint pour les personnes immigrantes avec un diplôme en petite enfance hors Québec, à une formation d'appoint pour les diplômes québécois connexes, si on veut, qui mènerait directement à la qualification. Il y a le projet de RAC 96, le parcours travail-études en petite enfance. Ça devient difficile pour s'y retrouver pour tous les intervenants, pour les personnes qui sont intéressées aussi. Donc, on pense que ça prend un aiguillage selon le profil, mais aussi surtout un arrimage avec une trajectoire qualifiante qui soit basée justement sur nos standards de formation qui sont le DEC en petite enfance. Comment est-ce qu'une personne qui avec les chiffres actuels, on ne peut pas se passer de personne qui a envie de se former, de venir travailler en petite enfance. Ça, je pense que c'est certain. Par contre, une fois qu'elle a envie, qu'elle commence à faire un premier pas vers une formation de 90 heures, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans un parcours qualifiant supplémentaire? Puis si elle a atteint la l'AEC, par exemple, comment est-ce qu'on peut continuer à la faire cheminer vers le DEC, par exemple? Ou continuer à faire cheminer les personnes qui ont fait un DEC dans un cheminement professionnel continu, parce que ce qu'on voit, c'est ça qui contribue à développer une identité professionnelle, à soutenir les professionnels, à faire en sorte qu'elles voient des perspectives dans leur profession ou dans leur quotidien. Dans le fond, la révision du DEC qui a cours actuellement, on pense que c'est une opportunité majeure pour soutenir l'identité professionnelle. On pense que c'est l'occasion de travailler étroitement avec les cégeps pour intégrer la pratique réflexive dès la formation initiale, soutenir le leadership pédagogique aussi. Là, dans la formation des infirmières, il y a des cours de leadership pour qu'ils soient capables de collaborer avec d'autres professionnels de d'autres secteurs, etc. Et des notions de gestion du stress, de prendre soin de soi. On pense qu'on peut déjà l'intégrer et que ça va faire une grande différence sur le terrain. Donc, en conclusion, je pense que cette mobilisation sans précédent, elle est bien amorcée avec un congrès comme celui-ci, puis ça va me faire plaisir de continuer à échanger avec vous là-dessus. Merci beaucoup pour vos stratégies, vos idées. On poursuit avec Mme Karine Robert, qui est enseignante en technique d'éducation à l'enfance au Cégep Marie-Victorin depuis environ 20 ans. Elle fait partie de l'exécutif de l'Association des enseignants et des enseignantes en technique d'éducation à l'enfance et elle siège sur le CA du CPE Picasso à titre de membre de la communauté. Bonjour tout le monde. Donc, je suis bien contente d'entendre parler de valorisation du DEC. Je suis bien contente d'entendre parler d'attirer de plus d'étudiantes parce que vous le savez qu'on a de moins en moins d'étudiantes qui s'inscrivent. On a une légère augmentation cette année. Nous, on va parler sur comment, en fait, moi, je vais aborder comment les garder, nos étudiantes qui s'inscrivent en éducation à l'enfance, à travers le développement de l'identité professionnelle. Si vous voyez, donc le développement d'identité professionnelle au niveau de la formation, on a la première année qui est le choix professionnel. C'est quoi être une éducatrice? Est-ce que moi, je me vois comme éducatrice? Première année, ils ont le droit de dire non, c'est pas pour moi. Deuxième année, le développement de la construction d'identité professionnelle. Qu'est-ce qu'une bonne éducatrice, une éducatrice de qualité? Quels sont les gestes à avoir? Et quelles sont mes forces, mes difficultés? Et finalement, le développement de l'autonomie professionnelle où je me vois comme éducatrice et je commence à penser au perfectionnement, au domaine d'accomplissement. C'est sûr qu'à travers les stages, les cours, on essaie de développer des connaissances, la conscience des valeurs éducatives, de se bâtir vraiment une image sur les tâches, les responsabilités du personnel éducateur. Et à la fin de la formation, on souhaite vraiment que l'étudiante ait
que notre formation donne un sens à sa future profession. On veut développer un sentiment de compétence. On veut que l'étudiante, à la fin, se sente compétente, reconnue, valorisée dans son rôle pour qu'elle soit prête à aller sur le marché du travail. On a, par exemple, des freins par rapport à ce développement de l'identité, puis qu'on rencontre. Il y a encore des perceptions négatives. Je suis contente d'entendre que la population, de façon générale, voit de manière positive la profession. Mais malheureusement, on a trop d'étudiantes encore qui nous disent « ben moi, mes parents, ils ne voulaient pas que je sois juste une éducatrice. Mes parents, ils trouvent que je n'aurais pas un assez bon salaire puis je ne serais pas capable de bien subvenir à mes besoins. » Donc, il y a encore cette mentalité-là de parents qui essaient de décourager les étudiantes. Il y en a aussi beaucoup qui leur disent « ben moi, je n'ai pas de formation, puis je t'ai élevée, puis tu es bien correct comme ça. Je ne vois pas pourquoi tu ferais 3 ans pour t'occuper d'enfants. » Donc, il y a encore ça qui reste en arrière. Puis, même si elle décide de dire « moi, je veux aller là-dedans », ça reste en arrière, cette petite pensée-là. On a aussi les orienteurs qui, des fois, malheureusement, voient une étudiante qui a des faibles résultats scolaires et qui disent « ben t'aimes-tu les enfants? Oui. OK, on a un domaine pour toi. On t'envoie en éducation à l'enfance. » Ce qui fait que des fois, on a des étudiantes qui ont des dossiers très faibles et on a quand même des exigences en éducation à l'enfance. On doit développer du personnel de qualité. Donc, des fois, c'est quelque chose qui vient un petit peu freiner. Pendant la formation, bien sûr, on a des étudiantes qui s'en vont en stage et là, ou qui font des cours et là, ils réalisent « Ah, OK, c'est ça les conditions salariales. Ah, OK, moi, j'ai les mêmes rôles, les mêmes tâches que quelqu'un qui n'a pas de formation. Pourquoi je continue ma formation? » Il y a aussi tout le contexte d'enseignement pendant la COVID qui a été un petit peu plus difficile pour discuter, pour analyser, pour développer le lien avec nos étudiantes qui nous aident à les garder avec nous. En stage, c'est pas assez de juste aimer les enfants. C'est plus difficile qu'on pensait. Il y a aussi, au début, nos étudiantes qui sont très jeunes, il faut leur apprendre à se décentrer d'elles-mêmes et se centrer sur l'enfant, sur ses besoins. Et ils ont des fois la difficulté à cerner les besoins développementaux de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant qui a 18 mois, il n'y a pas des grosses réactions à moi, donc je n'ai pas de feedback, je n'ai pas d'expérience, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il me dit, cet enfant-là. Aussi, bien sûr, ils sont en contact avec des fois du personnel démotivé, frustré dans le milieu. Donc, leur disent, en tout cas, moi, quand je vais avoir un enfant, je ne vais pas leur dire d'être éducatrice ou éducateur. C'est vraiment des choses que nos étudiantes entendent. Ce n'est pas la majorité des cas, mais il y en a quand même qui entendent ça. Et bien sûr, tout le contexte COVID qui a dénué un petit peu de sens, il n'y avait plus de rencontres d'équipe. Et ils ne parlaient pas à d'autres éducatrices ou éducateurs du milieu. Ils n'ont pas vu les parents beaucoup dans ce contexte-là. Donc, ça a enlevé un petit peu un sens à l'identité professionnelle. On peut quand même trouver des solutions, par exemple, à ça. Et nous, ce qu'on a trouvé comme solution pour développer l'identité, c'est vraiment, dès le départ de la formation, expliquer les rôles et les tâches du personnel éducateur et pourquoi on a 3 ans de formation. L'étudiante doit être capable rapidement d'expliquer à son milieu, mais oui, moi, je fais 3 ans de formation parce que je dois apprendre à faire ça. Je vais apprendre, donc on fait un survol rapide de tout ce qu'elles vont apprendre. On leur apprend rapidement le profil, le processus de l'intervention éducative pour qu'elles puissent l'expliquer à leur entourage. Notamment, moi, je donne un cours de première année, première session, et une des questions finales d'examen, c'est tu dois expliquer pourquoi tu fais tes 3 ans de formation à ton entourage, comment tu fais. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Aussi, on veut bien sûr développer des connaissances précises sur le développement de l'enfant. Pourquoi? Parce que ça professionnalise le rôle. Développer le sentiment de faire une différence dans la vie de l'enfant. On est dans une période de stress notamment, mais l'éducatrice de qualité, l'éducateur de qualité est un facteur de protection très grand au niveau du développement, du bien-être de l'enfant. Donc, on essaie de donner un sens.
Bien sûr, c'est qu'on est capable aussi de développer la pratique réflexive chez l'étudiant, même en contexte de pandémie, à travers le vidéo feedback. Même quand nous, on était à distance, on leur demandait de se filmer, de faire des rétroactions, c'est important. Développer la curiosité professionnelle, c'est quelque chose qui est essentiel de faire la formation continue après, de leur dire que ta formation n'est pas terminée et que c'est une grande source de motivation professionnelle d'être à date dans tes connaissances, de te renouveler dans tes connaissances, de voir, par exemple, le programme éducatif a été reconçu, mais c'est quelque chose qui était absolument nécessaire pour les personnes dans le milieu d'avoir la formation. Ça remotive les personnes. Apprendre à vulgariser le vocabulaire pour faciliter la communication avec le parent sans diminuer son identité professionnelle. Je vous donne un exemple. Plusieurs des étudiantes, dans leur cours à la fin de la formation, font un cours de collaboration avec les parents et elles se font dire « il ne faut pas que tu crées des complexes chez le parent, donc il ne faut pas que tu utilises un langage professionnel, il faut que le parent puisse comprendre. » Et nous, ce qu'on essaie de leur passer comme message, c'est oui, il faut vulgariser, il faut développer le sentiment de compétence parentale, mais vous avez une formation et vous avez des connaissances professionnelles que vous devez partager. Oui, vous vulgarisez. Je donne l'exemple. Cette semaine, on a travaillé la motricité globale chez l'enfant en faisant telle activité. Le parent est capable de comprendre et on démontre très simplement qu'on a quand même des concepts théoriques. Aussi, dans le contexte pandémique, ce qui a été super, c'est qu'il y a eu un développement d'outils de communication professionnelle avec le parent qui ont été développés et qui font une grande différence parce que souvent, l'éducatrice doit classer dans le bon domaine de développement ce qu'elle a observé et elle démontre ses connaissances professionnelles auprès du parent tout en gardant un lien de collaboration et de partenariat avec le parent. À la base, en fait, on veut s'assurer que notre étudiante développe un sentiment de compétence, de confiance et de connaissance qu'elle a des forces et qu'elle connaît bien ses valeurs pédagogiques. Donc, ça, c'est vraiment notre but ultime. Je voudrais conclure avec nos partenaires, parce qu'on a des partenaires en service de garde, nos services de garde éducatifs, celles qui accueillent nos stagiaires. Ce que je dirais, c'est vraiment d'encourager l'accueil de stagiaires. L'accueil de stagiaires, c'est bénéfique pour l'étudiant, bien sûr. C'est bénéfique aussi pour la personne qui accompagne parce que souvent, la personne qui accompagne, elle nous dit « Ah, ça me rappelle qu'il faut que je fasse ça avec l'enfant. Ah, ça me rappelle que tel concept, je l'avais oublié. » Donc, c'est vraiment bénéfique. Puis, bien sûr, pour le service de garde éducatif, ça permet de faire une genre d'entrevue très longue d'une étudiante pour voir si elle est à sa place parmi le service de garde. On a aussi pensé à diminuer la paperasse. On est consciente qu'il y a un épuisement professionnel en ce moment sur le terrain, donc de ne pas avoir trop d'exigences au niveau de l'accompagnement. On veut aussi favoriser les ententes de remplacement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a assoupli sans diminuer les risques en fait, en favorisant la réussite éducative de nos étudiantes, en respectant certaines conditions, c'est-à-dire, par exemple, que notre étudiante reste dans son groupe de stage, on a permis beaucoup plus de remplacement pendant les stages de nos étudiantes finissantes parce que nos milieux de stage, ils étaient plus capables, ils étaient vraiment en pénurie, il y avait peur de bris de service et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on a permis plus de jours de remplacement en autant que l'étudiante reste dans son groupe de stage parce qu'elle a des travaux à faire, elle a des apprentissages et elle doit quand même avoir un accompagnement, elle doit être observée. Je donne l'exemple très précis. J'ai une étudiante finissante cette année qui faisait son stage lundi, mardi, mercredi. Le mercredi, son accompagnatrice était en congé et le milieu avait vraiment de peine et de misère à appeler le STREP pour avoir le STREP pour avoir des remplacements. Ils ne trouvaient pas. Et on a conclu une entente que le mercredi, ça serait toujours la stagiaire qui remplacerait dans son milieu, serait rémunérée et ça assurait une stabilité de personnel pour les enfants. Et là, ça aidait vraiment à pallier à la pénurie.
dernièrement, pour favoriser l'identité professionnelle, pour favoriser la formation continue, on a invité aussi tous les CPE, nos partenaires, à faire appel à nous pour la formation continue des employés. On est ouvert à ça, puis on peut vraiment favoriser les liens entre les deux. Ça conclut ma présentation. Et moi, la chose qui me vient, d'abord, merci beaucoup pour toutes vos présentations. C'est super riche, c'est complémentaire, c'est super stimulant, ça donne plein d'idées. Mais ce qui me vient au final, quand je vous entends toutes, puis la discussion qu'on a eue avant aussi, c'est qu'il faut travailler ensemble. Il faut vraiment unir nos forces. Il faut vraiment arrêter de travailler en silo, tu sais. Il faut vraiment que toutes les associations, les regroupements, les syndicats, les chercheurs, tout le monde s'unissent pour comme tu as dit, Élise, tantôt, pour essayer de contourner, c'est un défi incommensurable là, qu'on a à rencontrer dans les prochaines années avec les nombres que Sophie a soulevés. C'est vraiment impressionnant, mais on n'a pas le choix de travailler ensemble. Puis, il faut trouver un moyen de travailler ensemble dans l'harmonie aussi, là, et sortir de la compétition, puis entrer dans la collaboration, dans des processus collaboratifs. Si on s'inspire des approches du CARE, puis qu'on essaie un peu de se dire qu'on est toutes des femmes puissantes, puis qu'on est capable de travailler ensemble, bien, je pense que ça va nous aider. Mais moi, je vois vraiment qu'il faut qu'il naisse quelque chose après cette rencontre-là, qui regroupe tout le monde de manière très, 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 très large, parce que les idées sont grandes. Il y a plein de monde qui ont des idées, il y a plein de monde qui ont des stratégies, mais il faut pouvoir les partager, puis c'est peut-être un lieu commun pour aider à les mettre en application aussi. C'est ce qui me venait là, spontanément suite aux discussions. Un genre de manifeste pour la valorisation de la profession où est-ce qu'on est tous impliqués à l'intérieur. Je voulais juste dire que j'appréciais particulièrement ce colloque, justement pour cet aspect-là, pour avoir fait de la recherche dans une ancienne vie où les chercheurs parfois travaillent en silo. Mais votre équipe travaille vraiment avec l'ensemble des partenaires, avec des gens du terrain. Puis ça, je trouve ça particulièrement riche et important et quelque chose à préserver, quoi, et à continuer à poursuivre. Parce que, voilà, merci. Moi, ce qui me venait, je vais juste glisser un petit mot quand je vous entendais, puis c'est depuis ce matin, c'est toute la question des ressources personnelles des éducatrices. Je sais que quand on entre en enseignement, on a un cours qui s'appelle « Devenir enseignant » où est-ce qu'on va miser à aller chercher nos ressources personnelles. Puis bon, on parle quand même de vocation d'enseignante, mais on a quand même un plein cours sur cette professionnalisation-là. Puis c'est ce qui me trottait en tête. J'ai pas d'autres arguments ou commentaires par rapport à ça, mais ça me trottait en tête sur un cours pour développer ou aller chercher ces ressources personnelles-là sur lesquelles miser. Peut-être pour proposer une première opportunité, on le sait que le DEC est en révision présentement. On le sait aussi que ça a été nommé, je pense, dans toutes les présentations, à quel point on est attaché à cette formation-là complète. Mais j'ai l'impression qu'il manque encore un élan ou une réflexion sur les obstacles qui font que parfois il est moins accessible, ou etc., etc. Donc, je pense que ça pourrait être un premier sujet sur lequel on porte des regards croisés, juste parce qu'on veut s'assurer justement qu'il a la place qui lui revient. J'ai vraiment apprécié tous les échanges qu'il y a eu. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point il y a toute la question de jonglage entre l'identité, les connaissances, la reconnaissance des parents. Puis je me dis, tu sais, il y a un côté de moi qui dit on travaille beaucoup de notre côté, mais je me dis, puis à moins que je n'ai pas saisi, mais je me dis, il y a aussi, je pense, tout ce côté-là d'embarquer peut-être les parents avec nous là-dedans pour qu'ils comprennent mieux le rôle des éducatrices, qu'ils comprennent mieux. Tu sais, la fameuse phrase fatigante des gardiennes, la fameuse phrase, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, de la reconnaissance de la profession en soi, mais cette espèce d'idée-là aussi que de faire de ce levier-là un levier sociétal pour reconnaître tous ensemble la richesse des gens qui travaillent auprès des jeunes enfants. Je pense que ça peut être aidant, du moins pour qu'autour, parce que des fois, ça part dans les discours à la maison. Hein, quand on dit on encourage, j'entendais Mme Robert qui dit les parents qui disent moi, je ne l'encouragerai pas à aller là-dedans, je ne l'encouragerai pas à faire ça. Mais je pense que ça part aussi de ce qu'on va amener dans notre culture, au-delà même de ce qu'on va amener auprès des éducatrices, mais dans notre culture pour soutenir les éducatrices dans leur rôle. Et éducateur. On dit éducatrice, mais éducateur.